Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va laisser tranquillement les gens arriver. En attendant, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Parfait. Je vais faire une petite introduction. Donc déjà, merci à tous, pour votre présence et bienvenue dans cette session, collective interopérabilité, dédiée à l'implémentation d'un guide FHIR avec l'exemple guide mesures de santé. Je vous rappelle que cette session est organisée dans le cadre de l'offre innovation réalisée par le domaine accompagnement industriel et écosystème innovant de l'ANS, en collaboration aujourd'hui avec notre expert interopérabilité, Nicolas Riss. Donc je vous rappelle que la session est enregistrée. Le replay ainsi que le support de présentation vous sera transmis à la fin de la session. Voilà, on vous demande, de rester un peu plus longtemps, enfin le plus longtemps possible, puisqu'on aimerait vous solliciter à la fin, avec un petit questionnaire de satisfaction sur votre ressenti de la session, ce qui nous permet, nous, de notre côté, de nous améliorer sur, l'animation et l'organisation des sessions. Donc voilà, vous aurez le QR code et le lien. Donc voilà, donc Nicolas, on voit bien ton écran et moi j'ai terminé. Je laisse la parole à Nicolas pour démarrer. Bien, merci beaucoup, Alice. Cette présentation, donc j'ai à peu près une vingtaine de slides, une vingtaine de présentations, et après on pourra aller dans le guide d'implémentation FHIR pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'ai envie, si on arrive à faire ça, que ce soit le plus collaboratif possible. Et donc pour commencer sur ça, je vous propose qu'on fasse un tour de table, comme on est 13, je pense que c'est jouable de le faire assez rapidement. Du coup, si vous pouvez présenter votre société et le lien avec l'interop, en quoi vous travaillez avec l'interop. Je ne sais pas, Alice, si c'est possible de donner la parole, Oui, bien euh, sûr. si, s'il faut ouvrir les micros. Du coup, Alors, je vais ouvrir, un micro par, un micro. Donc on va commencer par Alain, je sais normalement j'ai ouvert votre micro. Enfin c'est vous vous pouvez n'avez ouvrir votre micro pas le normalement. choix de prendre la parole. Terrible. Bonjour, Alain Morisseau, ouais, j'ai oublié, j'étais un peu vite, j'ai oublié de taper le nom. Moi, je travaille au sein de la société Equasens et on est éditeur de logiciels pour les officines. Et donc, les données de santé sont intéressantes pour les pharmaciens, notamment dans toutes les nouvelles missions comme les entretiens, les bilans de prévention. Et donc, je viens par curiosité pour voir effectivement ce qu'on pourrait récupérer et implémenter dans la vague 2, Ségur vague 2. OK, merci. Jérôme Balèze? Oui, bonjour. Alors donc, je suis, chef de projet informatique au sein de l'AP-HM. Et j'ai en charge des projets qui vont utiliser l'interopérabilité, notamment sur, l'informatisation, des services de réa et d'anesthésie. Et donc, intéressé par, toute l'implémentation, FHIR, notamment, pour voir un petit peu l'avenir. Merci. Trop bien. Merci. Ensuite Clément Dampon? Oui, bonjour. Société. Vous m'entendez? J'ai le micro de l'autre côté. Oui, oui. Société Noucard, télésurveillance médicale, donc, évidemment. L'interopérabilité fait notre partie de de nos envies et de notre quotidien. Merci. Nicolas Gaillard? Hop là, bonjour, je suis alternant à la Oui, DSN et je fais le même travail que Jérôme Balèze, qui s'est déjà présenté. parfait, merci beaucoup. Jean-Baptiste Marie? Oui, bonjour, donc Jean-Baptiste Marie, moi je suis directeur R&D chez Biosensi. Donc nous, c'est comme Newcard, on est dans la télésurveillance insuffisance respiratoire. Parfait, merci. On continue. Jérémy Brault?
Oui, bonjour. Je suis développeur chez AGM Informatique. Voilà. Parfait, merci. Josué Larose, vous aussi, je crois que c'est pareil. Bonjour. Oui. Oui, également développeur chez AGM Informatique et je pense que ça pourra nous intéresser notamment pour la vague 2 du Ségur. Merci. Parfait, merci. Julie Zondotti. Bonjour, je travaille au Grady Santé Occitanie et je m'occupe de suivre un petit peu tout ce qui se passe au niveau des mouvements du Ségur vague 2. Voilà. Très bien, merci. Ensuite, on a David Laurent, APHM aussi, je crois. Oui, bonjour. Oui, je suis Bonjour. d'APHM aussi. Je suis dans l'équipe Interop, donc c'est un sujet qu'on commence à regarder de très près, tout ce qui concerne Fire. Très Voilà. bien, merci. Alfonso Rodriguez. Oui, bonjour, je m'appelle Bonjour. Alphonse et je travaille chez Alcon, le leader mondial en ophtalmologie. Et donc, je suis le responsable de l'implémentation de nos équipes et nos produits. Ben, merci beaucoup. Et pour finir, Thomas Jombard. Oui, bonjour. Donc moi, je travaille chez Novacom en tant qu'avant-vente. Donc j'aide un peu nos équipes commerciales sur les aspects techniques des solutions et je voulais en savoir plus justement sur tous ces aspects liés à Fire, puisqu'on est spécialisé dans l'interopérabilité chez Novacom et aussi sur les solutions d'entrepôt de données et depuis peu d'imagerie médicale et de télésanté. Ok, bah super. Du coup, moi, Nicolas Ris, expert interopérabilité à l'ANS depuis 2 ans et demi maintenant. Je travaille surtout sur les sujets Fire. Donc, c'est top, on a vraiment des profils diversifiés entre hôpitaux, startups, plus grosses boîtes, grades. Donc, c'est top. Et surtout développeurs. Donc, ce sera sur les 3 formations du coup interopérabilité qu'on a, celle-ci, c'est la plus technique. Donc, c'est super. Petit point du coup par rapport au Ségur peut-être. Je pense que la plupart d'entre vous le savent aujourd'hui, le Ségur, il n'y a pas beaucoup de Fire dedans. La seule notion de Fire, c'est au niveau de la consommation de l'annuaire santé. Donc tout ce qu'on va présenter ici, ça va être vraiment les technos associés à Fire qui vont arriver dans le temps, peut-être plutôt dans un second temps, notamment au niveau de la Commission européenne qui imposera du coup un échange des documents médicaux qui utilisent Fire. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur la brique technique, donc les guides d'implémentation Fire, qui va permettre du coup de valider en fait votre conformité et qui va vraiment permettre de profiler, d'adapter en fait Fire à chacun des cas d'usage. Donc ça sera vraiment des compétences qu'il faudra avoir dans le futur pour s'assurer en fait de la compatibilité aux spécifications d'interopérabilité. Parce qu'aujourd'hui, en Fire, on n'est plus comme dans des anciens standards où il était difficile de valider en fait la conformité. Maintenant, c'est vraiment tout est en un outil, du coup, le guide d'implémentation. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler un peu interopérabilité. Je pense que je vais passer relativement rapidement parce que j'ai l'impression que vous êtes tous très à l'aise avec l'interop, donc ça sert à rien d'aller trop loin. On va faire un petit point sur le standard Fire, la nécessité de profiler et un petit focus sur les guides d'implémentation. Voilà. Voilà. Donc l'interopérabilité, je pense que vous savez, il y a des médecins ou patients, n'importe qui va renseigner des données, par exemple des mesures de santé, et d'autres acteurs qui vont vouloir accéder en fait aux informations, par exemple le glycémie. Du coup, on va se demander comment trouver les mesures et quel format ces mesures doivent avoir. Et c'est important du coup de fixer tout ça parce qu'une mesure de santé, par exemple, ça peut être pour la glycémie une date. Donc la date, elle peut être à plein de formats différents. Une unité, donc il y a plusieurs unités différentes. Donc l'idée de l'interopérabilité, c'est de trouver la date, le format de la date, la bonne unité, et que tout le monde se mette d'accord pour partager l'information. Alors c'est beaucoup plus vaste que ça en réalité dans le monde médical, parce qu'il y a les pathologies, les symptômes, les mesures de santé, les données de vie réelle, etc., etc. Donc les données médicales sont vraiment très vastes. Et donc il y a un besoin fort de standardisation pour que ces données soient partageables.
Donc, il y a plein d'avantages possibles, l'optimisation des coûts pour les industriels, pour l'assurance maladie, pour éviter de devoir faire des nouvelles interfaces à chaque fois, révolutionner le soin et la recherche médicale si on arrive à accéder à toutes les informations facilement et in fine sauver des vies. Donc il y a plein d'acteurs d'interopérabilité dans le monde et en France. Donc l'idée de l'interopérabilité, c'est d'utiliser en fait des standards qui sont de base très génériques, donc pas très interopérables de fait, parce qu'ils doivent être suffisamment ouverts pour adapter à n'importe quel cas d'usage. Et après, ils vont devoir être spécifiés et précisés par région, par cas d'usage. Donc, les différents acteurs de l'interopérabilité à l'échelle internationale, on a IHE et HL7. Donc, HL7 développe des standards tels que FHIR, CDA et V2. IHE va développer des spécifications d'interopérabilité sur des cas d'usage en s'appuyant sur des standards qui sont en général faits par HL7. Et on a Interop Santé en France qui représente HL7 et IHE. Donc, qui va développer des profils français de référence, notamment sur l'aspect FHIR. Est-ce que vous connaissez tout ça par main levée Est-ce que vous êtes ou par pouce est-ce que c'est des sujets où vous êtes à l'aise ou Ok, je vois une moitié de main levée à peu près. Donc c'est assez important, intéressant de suivre en fait les différents sujets parce que notamment à Interop Santé, il y a des groupes de travail. Actuellement, par exemple, il y a le groupe de travail sur le médicament, il y a le groupe de travail sur la définition des structures des établissements de santé, etc., etc. Et donc, vous pouvez aller sur le site d'Interop Santé pour participer au groupe de travail. Donc, l'Agence du numérique en santé, donc l'ANS, va travailler du coup sur le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé. L'idée, c'est de faire tout un set de spécifications. Donc, il y a du CDA, il y a du FHIR pour tous les projets nationaux, pour le Ségur, pour le référencement, etc., etc. Par exemple, les projets sur lesquels on travaille, c'est les spécifications CDA pour le DLP, les spécifications FHIR pour les projets nationaux tels que Mon Espace Santé, les implémentations nationales que l'annuaire santé, l'Aurore, etc., etc. Et il y a également les grades en région. Donc, on a des personnes de grade ici qui vont promouvoir l'usage des services e-santé au niveau régional. Donc, petit point sur le cadre d'interopérabilité. Comme j'ai déjà commencé à en parler, les standards d'interopérabilité internationaux sont très génériques et ne sont pas forcément interopérables de base. Donc, pour vraiment les rendre utiles pour un cas d'usage, il faut vraiment les adapter. Et donc, c'est ce qu'on fait à l'ANS en maintenant le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé, qui est l'ensemble des spécifications qui sont maintenues par l'ANS pour répondre à un cas d'usage. Et comment ça se passe de manière générale? En fait, c'est n'importe qui dans l'écosystème qui peut nous remonter des cas d'usage standardisés, par exemple la recherche en oncologie, la gestion d'agenda, le cercle de soins, etc., etc. Une fois par an, on aura un comité de concertation où parmi toutes les demandes de standardisation, on va sélectionner les cas d'usage prioritaires, donc ceux qui vont impacter le plus de monde, qui seront le plus implémentés, où il y aura le plus de sponsors, etc. Une fois que le sujet sera priorisé, on va étudier le besoin, donc on va faire une élaboration des spécifications fonctionnelles pour vraiment savoir au niveau de terrain quelles données doivent être réellement échangées. Une fois que ce besoin est clair, on va rédiger des spécifications techniques, donc on va s'appuyer sur les standards internationaux IHE et HL7, voir si le sujet a déjà été travaillé pour ensuite rédiger, adapter en fait ces standards au cas d'usage, aux spécifications fonctionnelles. Une fois fait, une fois que les spécifications techniques sont rédigées, on va faire une concertation de minimum 3 mois pour donner l'opportunité à l'écosystème de communiquer, de commenter la faisabilité d'implémentation et de regarder si tout est correct. Et on va ensuite publier. Ensuite, il y a les logiciels de fin pour respecter les spécifications d'interopérabilité pour usage secondaire, partage entre plusieurs logiciels, collecte des données virales, alimentation de mon espace santé, etc., etc. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des remarques. On n'est pas beaucoup, donc autant en profiter. Un point intéressant et important, c'est qu'une spécification d'interopérabilité, c'est pour plein d'acteurs différents. Donc forcément, on va maturer au fur et à mesure. On va se rendre compte qu'il y a potentiellement des erreurs et du coup, il y aura
plein de cycles de mise à jour des spécifications avec une gestion du versionning. Donc on pourra le voir dans le guide d'implémentation qui permet vraiment en fait d'améliorer de manière continue en fait une spécification. Petit point du coup sur le standard FHIR, donc sur HL7, donc Health Level 7, c'est l'association internationale qui crée des standards d'interopérabilité, qui est vraiment ouverte. Donc c'est assez intéressant comment fonctionne HL7. Donc il y a plein de groupes de travail. Chaque groupe de travail va travailler sur un cas d'usage particulier, sur un domaine particulier, et ils vont se retrouver 3 fois par an lors de workgroup meeting pour prendre des décisions sur le standard et le faire évoluer petit à petit. Et vraiment l'aligner le plus possible du besoin métier, quoi, et de définir de manière le plus précise possible le besoin métier. Donc c'est vraiment basé sur le consensus, sur des groupes de travail ouverts, n'importe qui peut y aller. Donc c'est super intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller à ces événements, je vous invite à le faire. Et pour une fois, du coup, ça sera en Europe. Donc en mai, il me semble, le Workgroup Meeting sera en Espagne. Donc ça peut être une bonne opportunité pour qu'on soit tout plein de Français à y aller pour une fois. Voilà, donc les différents standards HL7 que vous connaissez sûrement, V2, CDA et FHIR depuis maintenant 2014. Voilà. Donc HL7 V2, c'est des contenus de type message. Le CDA, c'est des contenus de type document, donc c'est actuellement beaucoup utilisé dans le cadre du DMP. Et FHIR qui a plusieurs contenus qui peuvent être de type message, document et accès à la demande de type API REST. Voilà. FHIR, du coup, c'est intéressant parce qu'ils concernent vraiment des domaines variés, mais tout en restant dans le médical. Ils traitent la partie clinique, administrative, facturation. Un point très intéressant, c'est que FHIR est très générique au départ. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a quasiment aucune contrainte terminologique, par exemple, aucun champ qui est obligatoire au départ. Donc, il doit être vraiment contraint pour gagner en interopérabilité et pour être adapté à un cas d'usage. Aujourd'hui, si tout le monde partait sur des spécifications FHIR à partir des spécifications internationales, et ben du coup, on serait pas du tout interopérable parce qu'une partie partirait sur R4, une partie sur R5, utiliserait des identifiants différents et tout. Et donc, c'est vraiment le profilage qui permet du coup de standardiser et de réutiliser correctement FHIR d'un site à un autre. Donc voilà. L'idée, c'est que FHIR va fournir des spécifications de base, un socle commun qui est facile d'utilisation pour tout le monde et qui doit être adapté au contexte et au projet. Donc, j'aime bien prendre l'exemple de l'ethnie d'un patient. Donc, l'ethnie, c'est une extension sur la ressource patient qui va être définie aux US, mais pas en Europe. Du coup, celle-ci, elle ne sera pas de base dans FHIR, mais elle sera à ajouter en fonction du besoin. Et typiquement, l'ethnie, elle peut servir dans certains cas d'usage tels que l'oncologie. Et voilà, donc il y a des mécanismes d'extension qui permettent de rajouter des champs et un mécanisme de profilage qui permet d'expliquer dans quel contexte les utiliser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si tout le monde crée ces extensions un peu dans son coin, eh ben, on perdrait carrément en interopérabilité. Et du coup, c'est pour ça que le plus important en interopérabilité, c'est vraiment l'humain, les groupes de travail, discuter ensemble, aligner vraiment des spécifications d'interopérabilité avec le besoin métier et que ce soit le plus utilisé possible. Et le plus commenté, challengé pour permettre de gagner le plus possible en maturité. Et que du coup, derrière, ça devienne juste un fait naturel de les utiliser, quoi. Voilà, donc là, je redis quel type de contraintes on peut rajouter grâce au profilage. Donc, quel type de contraintes on peut rajouter pour s'assurer qu'on utilise tous les mêmes règles. Donc, on peut fixer l'usage de valeur. Par exemple, on verra dans le cas de mesures de santé, on a l'exemple de la pression artérielle qui va fixer les codes Loeing qui vont définir la pression artérielle. On peut contraindre les cardinalités, par exemple obliger que le patient ait un identifiant INS dans certains cas. On va pouvoir spécifier quelles terminologies seront utilisées pour les éléments codés, par exemple fixer l'utilisation de Loeing pour des résultats de biologie, etc., etc. On peut aussi définir des extensions. Est-ce que j'ai un exemple d'extension qu'on a définie? Par exemple, Identity Reliability, qui permet de dire si un patient
si l'identité d'un patient est bien fiable et vérifiée ou pas. Voilà. Et du coup, bien entendu, un profil, une fois généré, donc un profil, par exemple, la ressource patient, on la dérive dans un profil FR Core patient. Donc on adapte la ressource patient internationale au contexte français. Et ben, elle devrait être cohérente avec la ressource patient de base. Donc un profil ne peut pas supprimer de contraintes du parent. Par exemple, il n'est pas permis de changer les coordonnées d'un élément 0,1 à 0 étoile. Par exemple, la date de naissance, elle est de cardinalité 0,1 parce qu'on peut avoir soit 0, soit une date de naissance de base. Et ben, on ne peut pas, dans les spécifications françaises, changer et passer de 0 à étoile date de naissance. Et d'ailleurs, ça aurait pas trop de sens. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. 30 secondes si vous avez des questions. Tout va bien. Est-ce que déjà je suis clair par rapport au niveau de technicité? Est-ce que ça vous convient? Pas de réponse, je considère que c'est oui. Pas des pouces. Trop bien. Bon, j'ai au moins 5 pouces, je vais dire que c'est bon. Donc, une notion intéressante avec le profiling, donc c'est la notion d'héritage. Donc, en fait, quand on fait des profils, on va forcément hériter de soit la ressource de base, soit un profil existant, qui permet en fait d'avoir plusieurs niveaux en fait de contraintes, de hiérarchie de contraintes. Et donc, c'est important que ces profils soient publiés pour que n'importe qui puisse hériter et surprofiler derrière. Donc, j'ai par exemple, on a le set international. Je sais pas s'il y a une slide. Non. On a le set international de FR Core qui présente les ressources FHIR génériques pour usage français. Et derrière, on va pouvoir les surspécifier par cas d'usage. Et par exemple, à l'ANS, on a le profil mesure de santé ou le guide d'implémentation mesure de santé ou le guide d'implémentation annuaire santé qui va hériter des profils FR Core et donc qui va respecter cette base commune à la France pour que tout le monde ait cette modélisation globale de la même manière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a une liste de profils répondant à un cas d'usage, par exemple, dans les cas de mesure de santé, on a la glycémie, on a la pression artérielle, on a la fréquence cardiaque, etc., etc. Tout ça, ça va pouvoir être encapsulé dans un guide d'implémentation qu'on va pouvoir publier dans un registre international qui va pouvoir être réutilisé pour refaire un système d'héritage. Et donc à droite, j'ai 2 exemples. Par exemple, mesures de santé. Donc on a une partie de profils FHIR qui sont définis directement dans la spécification internationale. On a un deuxième niveau de profil qui est body weight, qui est aussi défini au niveau international. Ensuite, on a FR observation body weight qui est défini au niveau d'Interop santé qui hérite de body weight. Et finalement, du coup, on a les profils ANS, mon espace santé, mesure de santé, FR observation body weight. Et voilà, de la même manière, on a les profils IHE, MHD, folder compréhensive, qui est dérivé côté ANS sur le document, partage de documents de santé en mobilité, qui est dérivé en PDSM, folder compréhensive. Donc, un petit focus maintenant sur les guides d'implémentation et la notion de profilage. Donc, la documentation, c'est vraiment un must-have pour l'interopérabilité. Elle doit être très propre et compréhensible de tous pour qu'elle soit le plus implémentée possible. Donc l'idée, ça va d'avoir vraiment une documentation claire avec une description du périmètre de la problématique, une description des ressources de conformité de leur usage, avoir une source de vérité unique sans double saisie, donc une documentation narrative et technique au même endroit. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la documentation écrite qui explique comment utiliser le guide d'implémentation, comment utiliser du coup, le guide d'implémentation et la spécification, elle doit être directement associée à la documentation technique, donc quelles sont les contraintes rédigées pour pouvoir tester directement en fait et vraiment avoir cette association narrative technique en un seul bloc. Et enfin, il faut aussi un système collaboratif ouvert. Il faut que la spécification soit publiée, ouverte. Et d'ailleurs, en tant qu'éditeur, si vous avez des spécifications, je vous invite à les publier pour qu'on puisse y accéder. Et voilà.
Et donc l'idée, c'est que tout le monde puisse implémenter et donner l'avis et suivre les travaux en cours au niveau de l'ANS notamment. Donc les guides d'implémentation, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de documentation de spécification d'interopérabilité au format web qui a une portée définie pour résoudre une problématique. Donc ça peut être au niveau d'un pays, par exemple USCore ou FRCore, d'un sujet. Ça peut être Dynamics Reporting pour la génétique, ENCODE pour l'oncologie, SDC pour les formulaires. Ça va être pour décrire l'usage des terminologies. Donc ici, on a un guide d'implémentation spécifique terminologie. Ça peut aussi être juste du narratif pour servir de documentation ou pour documenter l'API d'un éditeur. Du coup, là, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà créé des guides d'implémentation en interne pour spécifier vos API Fire? Ok, Alphonse, trop cool. Ok, c'est bon à savoir. Alors, donc, pour conclure, pourquoi les guides d'implémentation? Donc, les guides d'implémentation permettent d'associer au même endroit une documentation technique avec des ressources de conformité qui sont packagées par consommation par un serveur et une documentation narrative. Et elle peut aussi contenir des exemples. Contiennent du coup la liste des ressources de conformité pour le cas d'usage, avec la structure définition des profils, des extensions, des terminologies potentielles, et d'autres autres tels que des opérations de définition, des search paramètres, etc. Et une documentation narrative qui va expliquer l'usage de ces ressources pour répondre à une problématique, et un système d'héritage et de versionning qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Donc après, j'ai des captures d'écran, mais je vais vous montrer directement à quoi ça va ressembler sur le guide d'implémentation mesure de santé. Hop. Donc ici, vous avez l'URL canonique de référence qui va identifier en fait le guide d'implémentation, le numéro de version de la version courante du guide d'implémentation et la description narrative qui explique à quoi sert ce guide d'implémentation et un peu l'origine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'URL qui est là, donc je vais vous envoyer sur le chat, elle permettra toujours d'accéder en fait à la version courante, donc la dernière version la plus à jour. Vous voyez pas? Non, on voit pas. Ah. Ok, c'est bon. Ok. Donc, je disais, ça c'est l'URL officielle. Ici, on a le numéro de version du guide d'implémentation. Ici, on est en 3.1.0. Et donc, si vous allez sur cette URL, donc interop.isanté.gouv.fr/aj/fire/mesure, vous allez toujours tomber sur la version la plus récente, la dernière version publiée. Et en fait, donc pour aller sur les versions, donc si vous allez en bas sur le bouton historique des versions, vous allez pouvoir voir en fait l'ensemble des historiques des versions publiées. Donc ici, par exemple, vous avez la 3.1.0-ballot, donc c'était la version en concertation pour publier la 3.1.0. Et en fait, donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous cliquez ici sur la date, et ben, ça va rajouter le numéro de version en fait à l'URL, derrière l'URL, et ça va vous permettre d'accéder en fait à l'ancienne version de la spécification et vraiment avoir un suivi des projets. Ça peut être intéressant, je trouve que c'est surtout intéressant pour les projets parce que chaque projet du coup évolue à des roadmaps différentes et ça permet de laisser la liberté en fait aux éditeurs de changer, d'évoluer leurs API pour la version la plus mature en fait de chaque guide d'implémentation. Toujours avec l'objectif de rester vers la dernière version, quoi. Voilà. Et par exemple, a priori, ici à 1.2, il y avait une version en PDF qui est toujours a priori accessible. Donc voilà, on voit qu'en 2022, c'était en PDF, et en 2023, on est passé en guide d'implémentation. Peut-être encore quelque chose à vous montrer. Il y a encore une version un peu particulière qui est la Continuous Integration Build, qui est accessible ici, et ça marche pas. Je pense qu'il faut inverser les deux. Il faut que je mette à jour le lien.
Donc c'est ansforge.github.io. En gros, tous les guides d'implémentation sont disponibles en open source en fait sur notre GitHub. Et à chaque fois qu'on va faire une modification, en fait, ça va être poussé ici. Donc ça permet vraiment de voir à tout moment à quoi ressemble en fait notre projet, même si la version n'est pas encore publiée. Donc par exemple, on voit ici que celle-là, elle date du 18 novembre, donc il y a des modifications qui ont été faites. Elles ne sont pas encore à utiliser parce que c'est pas finalisé. Mais ça vous permet de voir les travaux qui sont en cours en fait en permanence. Ça vous permet de suivre nos travaux et les évolutions. Je ne sais plus quelle modification on a posté ici. On a créé des nouveaux profils. Bref, peu importe. Ok, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Juste une petite question, Nicolas. Le guide d'implémentation CISIS, c'est une surcouche du guide international ou est-ce qu'on peut trouver tout ce dont on a besoin dans le cadre français dans ce guide-là? Donc, en gros, ce guide d'implémentation, pour l'instant, il va contenir, quand on va sur la page d'accueil, on va voir tous les profils qui sont définis dans mon espace santé. Donc, indice de masse corporelle, température, poids, taille, pression artérielle, machin, machin. Si on regarde par exemple la pression artérielle, on va voir qu'il hérite de FR Core Observation Blood Pressure Profile. Donc on tombe sur le profil qui a été fait au niveau français. Et quand on reclique sur Observation Blood Pressure, on tombe sur le profil qui a été défini à l'international. Ok, donc dans le profil français, je ne vais pas regarder en détail, mais on va retrouver des extensions du profil international, ça? On retrouve le profil international auquel on va rajouter des contraintes qui sont propres à l'écosystème français. Ok. Et donc en gros, on va pouvoir commencer à aller dans les détails du coup. Comment est-ce qu'on modélise une pression artérielle en France? Donc ici, vous avez le tableau en fait des différentes contraintes. Vous avez le differential table qui indique uniquement les contraintes qui ont été apportées au profil pression artérielle par rapport au profil parent. Et ici, on voit qu'on a rajouté deux extensions, par exemple, la raison de la mesure et le moment de la mesure. Donc en gros, on a pris le FR Core Observation Blood Pressure Profile et on a rajouté la raison de la mesure et le moment de la mesure. On a fait quoi d'autre? Le body site, pour indiquer où est-ce qu'on a pris la mesure, et ben, on a rendu le système et le code obligatoire dans le cas où on a rempli le body site. Et après, si on regarde dans Snapshot Table, on a le profil dans sa globalité, donc pour savoir à quoi il ressemble dans sa globalité. Donc ici, on retrouve les extensions, on voit qu'il y a une catégorie qui est indiquée, donc on voit que les valeurs, elles sont fixées ici, elles sont fixées à Vital Signs, donc ça c'est défini de base par le profil international. On a un code qui est fixé aussi par le profil, ou c'est un code LOINC, donc toutes les pressions artérielles devront avoir ce code LOINC qui sera fixé. Et enfin, le résultat, du coup, on pourra les mettre dans Component, où on a la pression artérielle systolique, avec la value X qui permet d'indiquer la valeur de pression artérielle systolique dans value X en millimètres de mercure. On a la même chose pour la pression artérielle diastolique, où elle doit être indiquée avec ce code LOINC ici. Donc ça peut ne pas être facile à comprendre, à voir, surtout quand on n'est pas trop habitué à Fire. Et donc c'est pour ça qu'on a des exemples à chaque fois qui vont permettre d'indiquer un exemple de pression artérielle ici. Donc on peut voir par exemple en JSON à quoi ressemble une pression artérielle. Ici dans Code, on retrouve le code LOIN qu'on avait précédemment. Et dans Component, on retrouve les mesures de pression artérielle systolique, donc 107 mm de mercure, et diastolique, 60 mm de mercure. Ok.
Donc, chaque guide d'implémentation aura des pages un peu différentes en fonction de ce que vous cherchez, avec à chaque fois de la documentation narrative. Et il y aura toujours, du coup, un onglet ressources de conformité, ou en anglais, c'est Artifacts, qui va permettre d'indiquer en fait l'ensemble des ressources de conformité qu'on va trouver dans le guide. Donc, c'est assez intéressant. Quand on connaît bien Fire, on peut aller directement sur cette page pour savoir un peu qu'est-ce qui est profilé dans ce guide. Ok. Un autre point intéressant, c'est qu'il y a toujours un package.tgz qui est généré au sein de chaque IG. Je vais repartager mon écran tout de suite. Hop. Et ce package.tgz, il va ressembler à ça. Et en fait, il va contenir l'ensemble des structures définition des profils issus du guide. Et ça va vous permettre en fait de les importer dans votre serveur, dans votre propre serveur, pour tester en fait votre conformité automatiquement avec ces différents profils. Et donc, c'est vraiment les ressources techniques qui vont derrière contenir le JSON, qui contiendra toutes les contraintes et qui permettra de valider automatiquement toutes les informations. Et en fait, si on regarde, par exemple, sur le validateur, sur le registre, le package des registres, en gros, à chaque fois qu'un guide d'implémentation est publié, on va mettre le On voit package.tgz pas, il y a dans le un- registre. Pardon. Ah, vous Je voyez te coupe, plus à nouveau? on voit pas encore. C'est Ah encore là un là, autre nombre. C'est ouais. terrible. Donc, vous n'avez pas vu en fait les packages que je vous ai montrés? On l'a reperdu là d'ailleurs. Ah ouais, On a ça, vu un Ah, ça c'est à chaque affiche. fois petit. que je change d'écran, en fait. Ok, Ouais. j'ai compris. C'est bon, j'ai l'info. Donc ça, vous aviez vu. Ça, oui, c'était bon. Donc ici c'est du coup toutes mes structures de définition, donc tous mes profils Fire avec la définition technique pour lecture par un ordinateur. Et derrière, en fait, ce package.tgz, il sera poussé en fait automatiquement dans un registre international qui est le Fire Registry, que vous pouvez trouver ici. Et donc, si on tape par exemple une mesure de santé, et ben on tombe dessus et on voit les différentes releases qui ont été faites. Et par exemple, le 3.1.0, c'est poussé. On a l'URL canonique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça a été poussé il y a 2 mois. On voit les dépendances. Et on peut le télécharger normalement sur Simplifier. Si on peut télécharger le package. Et donc, en fait, c'est ce registre qui va gérer toutes les dépendances. En gros, si on veut hériter en fait du package ans.fire.fr mesure en 3.1.0, et ben, il va chercher automatiquement sur ce registre international pour trouver le package, ce qui permet d'avoir vraiment une source de vérité unique à l'échelle internationale. Et en fait, on va pouvoir les retrouver là, en fait, les dépendances sur la page d'accueil. Ici, on voit qu'on est sur le package ans.fire.fr mesure version 3.1.0, et on peut voir qu'il a hérité, par exemple, de hl7.fire.fr.core, qui est le package FRCore en version 2.1.0, qui se retrouve sur le Fire Package Registry. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on peut utiliser le validateur de ressources, par exemple le validateur officiel, pour tester notre conformité aux ressources. Donc là, je vais vous prendre un exemple. Je vais reprendre l'exemple de pression artérielle qu'on avait avant. Ici, dans les options, en fait, je vais dire valide-moi en fait contre le guide d'implémentation mesure de santé. C'est facile parce qu'il peut le trouver directement en fait dans les numéros de version, là, si ça fonctionne. Il va trouver directement dans le registre des packages en fait le ans.fire.fr.mesure. Donc il n'a pas besoin on n'a pas besoin de rajouter le package, en fait il est téléchargé automatiquement. Et derrière dans Validate, je vais pouvoir mettre mon profil qui sera reconnu ici. Je vais faire le Validate.
Et si tout se passe bien, ça va fonctionner. Ça peut être un peu long. Et du coup, ça permet vraiment assez facilement de tester votre conformité en fait aux ressources Fire. Et bien sûr, ça va pas fonctionner, mais, mais normalement, ça fonctionne. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a des espaces. Peut-être que le serveur est mort, je sais pas. Il y a une erreur au niveau du serveur, j'aurais dû tester avant. Mais bref, en gros, ça vous permet de valider assez facilement si ça fonctionne. Et un deuxième point, c'est que du coup, derrière ça, en fait, là, je vous montre une interface graphique, mais il y a un outil qui s'appelle le Validator Filer que vous pouvez télécharger en fait directement sur le Confluence HL7, euh, qui vous permet en fait de. C'est un java.jar, en fait, c'est un fichier .jar, une archive Java, que vous pouvez télécharger. Vous pouvez indiquer le package et le numéro de version sur lequel vous voulez tester en fait votre ressource de conformité. Hop, je vous l'envoie tout de suite, la documentation. Voilà. Alors, sur le guide d'implémentation, donc, je vous ai montré la liste des profils, je vous ai montré l'historique. Je ne vous ai pas montré une new issue. En gros, quand vous voulez remonter une erreur ou par exemple une mesure qui est manquante, vous avez toujours le bouton New Issue en bas qui va vous permettre en fait de commenter, de rajouter un titre et un commentaire sur le guide d'implémentation pour qu'ensuite on puisse traiter la demande de modification. Et derrière, ça va vraiment sur le répertoire GitHub de IDG mesure de santé, où il y a tout le code source qui a permis de générer en fait le guide d'implémentation. Et du coup, ça nous permet de communiquer directement avec vous si vous avez des remarques ou des questions ou des propositions d'amélioration du guide d'implémentation. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'être le plus open source possible, le plus visible, et qu'on puisse vraiment travailler le plus possible ensemble, que vous puissiez proposer directement des modifications et des améliorations pour augmenter vraiment la qualité de nos spécifications. OK, l'historique des versions, je vous l'ai montré, les profils, je vous les ai montrés avec les différentes visualisations possibles. On a ici les exemples, etc. Voilà. Je regarde mes slides, il y a quelque chose à vous montrer. Il y a eu le switch d'écran, du coup il y a l'écran noir. Ah oui, mince, bien vu. Peut-être un petit point sur les URL. Je pense que ça peut être assez intéressant. J'ai re-switché d'écran, mince. Donc, je vous ai dit que ça, c'est tout dans la version courante. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les URL en fait canoniques ici, elles reprennent l'URL de base, elles reprennent la ressource. Donc ici, c'est une structure définition. Puis ensuite, l'identifiant technique de la ressource. Ici, une mesure, faire observation, body température. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en allant sur cette URL, vous serez automatiquement redirigé en fait vers cette page, vers la version courante. Donc, quand vous générez par exemple des ressources Fire pour exposer la température, eh ben, vous pouvez mettre dans meta.profile l'URL du profil qui est respecté par votre observation de type température, qui permet d'accéder directement à la documentation du profil. Voilà, voilà. Et encore un petit point intéressant peut-être, c'est que si cette URL, vous la passez dans Postman et que vous faites un HTTP GET dessus, vous allez obtenir automatiquement la structure définition permettant de valider le profil, en fait.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà validé des profils Fire comme ça? Est-ce que ça vous parle? Moi, Est-ce que personnellement, désolé, je me permets de prendre la parole. Je ne travaille pas dessus directement avec le rôle que j'occupe, mais il y a des personnes en interne qui travaillent activement ce genre de guide d'implémentation. Et c'est des outils moi, que je découvre un petit peu. Le validator, donc si j'ai bien compris, le validator fait le lien avec le registré. Et bon, Exactement. c'est dommage là que ça. Je voulais tester de mon côté, mais je repasserai la session enregistrée pour voir comment. Ouais. Alors, je partage peut-être le lien. Hop, du Ouais, validateur bon, officiel. merci. Et derrière, du coup, comme je vous ai dit, c'est un point jar qui est installé en fait, et c'est assez simple, hein. Il faut juste lancer ça, java-jar validator CLI. Euh, hop. Et en local, par exemple, vous pouvez écrire une commande comme ça, java-jar validator CLI, en mettant le lien vers la ressource Fire que vous souhaitez tester, la version de Fire potentielle, c'est pas obligatoire, et surtout le -ij qui permet d'indiquer en fait quel guide d'implémentation on souhaite tester cette ressource. Et par exemple, dans le cas, ça peut être ans.fire.fr, .mesure, TS 3.1.0. Super, merci. J'ai juste refait un test. Et on va prendre la glycémie. Donc ici, j'affiche la ressource en JSON. Je prends mon exemple. Hop. Je vais tester sans indiquer de profil. Et là, ça fonctionne. Et là, dans les options, je vais rajouter guide d'implémentation mesure. C'est peut-être le lien avec le registre. Ah, c'est parce que j'étais pas sur la bonne version de Fire. Ok, on est bon. Normalement, ça devrait fonctionner maintenant. Bon, c'est un peu long. Ça sent l'erreur qui va arriver. Ok, bref. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, on peut profiter du temps qui nous reste pour répondre ou clore la session, comme vous le souhaitez. Donc, j'ai peut-être un petit exemple aussi de la hiérarchie à vous montrer, qui a Firecore, puis après le FRcore, puis mesure de santé, puis j'ai mon espace santé, mesure de santé pour vous montrer l'héritage. N'hésitez pas à prendre la parole. J'ai une petite question, Nicolas. Donc, c'est Alphonse. Et selon vous, à quel niveau en France vous êtes en termes d'utilisation de Fire? Quel projet utilise Fire en France ou quel est Non, non, par exemple, 100%, pour moi, ça veut dire que tous les hôpitaux utilisent Fire. Est-ce que vous pensez qu'on est... Parce que moi, dans mon rôle, c'est un rôle, on va dire, européen. Donc, j'essaye de voir tous les pays comment s'ils utilisent ou pas, ou est-ce que c'est difficile pour des grosses boîtes? Par rapport aux hôpitaux, je vous invite à regarder Hospitals on Fire, qui est une initiative d'HLSAT Europe. Et en fait, il y a une carte quelque part, hop, voilà, qui vous indique en fait les différents hôpitaux en fait et leur niveau de maturité en Fire. Et donc il y a des niveaux de 1 à 10 en fait qui permet d'indiquer en fait la maturité de chacun des hôpitaux et de chaque pays en fait sur le niveau de maturité en Fire.
Ok, c'est parfait. Je vois des 3, 1, 2, 3, 7. Donc, 0. Donc, il nous manque. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment ou autre où la Commission européenne vont pousser très fort pour Ouais. l'utilisation de Fire? Eh ben, ça va être un gros sujet qui va arriver parce que tous les pays se sont mis d'accord au niveau de la Commission européenne pour pousser Fire. Et donc, il y a plusieurs cas d'usage. Enfin, il y en a deux. Il y en a un, c'est vraiment l'échange cross-border, donc transfrontalier des documents médicaux. Et l'autre, c'est plutôt structuration basique des documents au niveau européen. Et dans les deux cas, du coup, c'est plutôt Fire qui est désiré. Donc, on va vraiment commencer à réfléchir à une transition pour avoir de plus en plus de Fire en France. Parfait. Il faudra un Et petit peu d'argent, j'imagine, et oui, d'investissement. ouais, ça risque d'être un gros travail, effectivement. Et aussi, ouais, l'idée derrière tout ça, c'est aussi d'uniformiser de plus en plus les pratiques au niveau européen pour faciliter aussi beaucoup l'internationalisation des entreprises, quoi. Merci. Donc, du coup, ouais, je pense que cette brique vraiment de guide d'implémentation, c'est une brique technique avec le système d'héritage, de profiling, c'est vraiment un must-have pour arriver à faire tous ces travaux au niveau européen, notamment pour vraiment avoir ce socle de base au niveau Europe qu'on pourra ensuite dévier et pour la France, où on va par exemple pouvoir rajouter le, euh, le, euh, le matricule INS, donc comment est-ce qu'on identifie un patient en France, etc., etc. Josué, si j'ai bien prononcé. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un site où on peut voir justement tous les projets qui utilisent Fire? Parce que vous avez parlé de l'annuaire en santé au début. Ouais. Alors, euh, ouais, c'est faux, j'en ai pas parlé. Donc ici, vous avez en fait l'ensemble des guides d'implémentation de l'ANS, donc la liste des guides d'implémentation FIA. Donc plus spécifiquement en allant sur la partie Fire ici, non, pardon. Catalogue des guides d'implémentation Fire. Ici, vous avez l'ensemble des guides d'implémentation de l'ANS. Donc, partage des documents de santé en mobilité, mesures de santé, suivi de décision orientation, transfert de données. Ça, c'est du médico-social, gestion de l'agent partagé, etc., etc. Et ça, on a plus les projets ANS, donc annuaire santé, ROR, projet sur les essais cliniques éclairs, le SaaS, etc. Ok, Et côté Interop Santé, du coup, pour l'instant, il y a un seul guide d'implémentation, c'est la Bible française Fire, c'est le Firecore. Fire FR. ok, merci. Voilà, on peut clôturer du coup, si ça vous va. Et il y a une petite slide qu'Alice m'avait transmis. Donc, si ça vous a Effectivement. plu, vas-y Alice, laisse-moi clore. Donc, vous pouvez soit scanner, soit je vous ai mis le lien dans le chat. C'est un petit questionnaire très rapide, vraiment qui nous aide beaucoup, nous, sur l'organisation des sessions collectives. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas à scanner ou à cliquer sur le lien dans le chat, répondez, c'est très rapide. Et donc, moi, à la suite de la session, je vous enverrai donc le support de Nicolas, le replay de la session, pour que vous puissiez bien les garder. Voilà, merci à tous d'avoir assisté à cette session. Je ne sais pas si est-ce que tout le monde a bien posé ses questions, je pense, mais n'hésitez pas. Merci pour votre écoute et à bientôt. Merci à vous. N'hésitez pas à dire le Merci. niveau de technicité la dernière fois sur la slide d'intro, enfin sur la présentation d'introduction à l'interopérabilité. On m'avait dit que c'était pas assez technique. Là, je ne sais pas si c'était assez technique ou trop ou pas assez. N'hésitez pas à me dire Ok. dans le sondage. Merci. Merci. À vous. Merci, bonne journée. À Bonne bientôt. journée. Merci à vous aussi, bonne journée.